Mon histoire a commencé un dimanche matin, lorsque je me suis réveillée avec une soudaine envie de me rebeller. C'était comme si ma conscience m'avait saisie par les épaules et m'avait secouée pour me réveiller. Lève-toi, fais quelque chose pour toi aujourd'hui. C'est dimanche et tu comptes passer une nouvelle journée à travailler comme une esclave dans cette cuisine, à préparer de quoi nourrir une petite armée pendant que tout le monde se détend. Personne ne te dit même merci. Pour une fois dans ta vie, sors, achète un repas rapide, assieds-toi dans un parc et profite de la vie. Je m'appelle Emma, je suis l'aînée de la famille Mitchell, où il semble y avoir un contrat invisible stipulant que je suis domestique non rémunéré. J'ai 23 ans et ma vie tourne autour de cette cuisine, comme si j'étais attachée à la cuisinière par une chaîne invisible. Chaque dimanche est mon purgatoire personnel. Alors que les gens normaux vont à l'église, prennent un brunch avec leurs amis ou regardent Netflix en pyjama, je suis dans la cuisine, de l'aube au crépuscule, à préparer les repas de toute la semaine, car Dieu nous en préserve, personne d'autre dans cette famille ne sait se servir d'un micro-ondes. Laissez-moi vous décrire ma vie. J'ai un petit frère, Ryan, qui a 19 ans et étudie l'ingénierie à l'université locale. J'ai aussi deux sœurs jumelles, Madison et Mackenzie, toutes deux âgées de 17 ans et en dernière année de lycée. Tous les trois poursuivent leurs rêves pendant que je m'acharne à trouver la recette du poulet rôti parfait. J'ai étudié l'administration des affaires pendant 2 ans avant d'abandonner. Officiellement, l'université n'était pas faite pour moi, mais la vérité, c'est plus compliqué. J'étais anxieux, j'avais du mal à gérer la pression, et quand j'ai suggéré de prendre une année sabbatique, mes parents ont sauté sur l'occasion d'avoir un gestionnaire à plein temps pour s'occuper de la maison. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, je suis considérée comme la déesse domestique de la famille, un titre qui sonne beaucoup mieux que ce qu'il signifie réellement, travail non rémunéré. Ma routine quotidienne est d'une prévisibilité déprimante. Je me réveille, je vérifie ce qu'il y a dans le réfrigérateur, je planifie les repas, je fais les listes de courses, je prépare le petit déjeuner, je nettoie, je prépare le déjeuner, je nettoie, je commence à préparer le dîner, je nettoie. Et ainsi de suite. Si quelqu'un ose demander à mes frères et sœurs s'ils aident aux tâches ménagères, ils sont immédiatement rabroués. Parle à Emma, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Je suis devenue un verbe dans cette maison. Emmez signifie refile-moi ça et oublie. Ma mère, Patricia Mitchell, est agent immobilier et a découvert les joies de la délégation le jour où j'ai abandonné mes études. Elle me traite comme si elle avait gagné au loto, une femme de ménage à domicile qui ne demande pas de salaire. Elle rentre, après avoir fait visiter des maisons, enlève ses talons, se sert un verre de vin et demande ce qu'il y a pour le dîner, comme si elle était au restaurant. Emma, ma chérie, dit-elle en s'installant dans son fauteuil préféré, j'espère que tu as fait le rôti que j'aime tant. Tu sais, celui avec les petites pommes de terre? Et tu as pensé à aller chercher mes vêtements au pressing? Quand j'essaie d'évoquer l'équité ou de suggérer que mes frères et sœurs pourraient peut-être donner un coup de main, elle a tout un discours préparé. Emma, c'est toi qui as choisi de quitter l'université. Tu as dit que tu n'y arrivais pas. Tu te souviens comment tu m'as supplié de te laisser rester à la maison? Maman, s'il te plaît, j'ai juste besoin de temps pour y voir plus clair. Eh bien, voilà le résultat. Au moins, tu contribues aux dépenses du ménage au lieu de gaspiller ton argent en frais de scolarité. Elle oublie commodément que un peu de temps était censé signifier un semestre, pas une condamnation à perpétuité. Mon père, Robert Mitchell, est légèrement meilleur, mais finalement inutile dans ses batailles. C'est un comptable qui traite notre maison comme un hôtel avec un très bon service en chambre. Il a perfectionné l'art de l'incompétence stratégique. Il brûle tellement le pain que maman l'a banni de la cuisine, lui garantissant ainsi une exemption permanente des tâches ménagères. Mais voici ce qui est étrange entre papa et moi. Comme je suis toujours là, je suis devenue son copain par défaut. Il rentre du travail et s'affale sur le comptoir de la cuisine pendant que je cuisine, me racontant sa journée comme si j'étais son psychologue. Tu ne croiras jamais ce que Johnson a fait au bureau aujourd'hui, commence-t-il en desserrant sa cravate. Il a essayé de faire passer la fête d'anniversaire de son enfant comme une réunion client. Tu te rends compte? Et je l'écoute en coupant les légumes parce que je n'ai rien d'autre à faire. Au moins, avec papa, j'ai l'impression d'être une personne et pas un appareil ménager. Mes frères et sœurs ont des couvre-feux et des règles, et ils doivent tout dire où ils vont. Moi, papa me fait juste signe de la main et me dit « Sois prudent, mon grand ».
comme si j'étais son copain de poker qui sort pour la soirée. Maintenant, laissez-moi vous parler de notre routine sacrée du dimanche, qui est plus rigide qu'un protocole militaire. Le dimanche matin, chez les Mitchell, tout suit un horaire précis. 7 heures, papa se réveille, prend sa douche et enfile sa tenue du dimanche. Un pantalon kaki qui ne lui va plus depuis 2015 et un polo toujours trop serré qui le fait ressembler à une saucisse trop remplie. Il pense qu'il ressemble à un pro du golf. Il ressemble à un père qui essaie de ressembler à un pro du golf. 7h30, maman apparaît dans sa tenue du dimanche, un jean de marque, un pull en cachemire et suffisamment de bijoux pour remplir une petite boutique. Elle appelle cela l'élégance décontractée. Moi, j'appelle ça faire le malin à l'église. 8 heures, les jumeaux descendent les escaliers en titubant, vêtus de tenues coordonnées, car Dieu leur interdit de ne pas être assortis, même le week-end. 8h30, Ryan apparaît, généralement vêtu de ce qu'il portait la veille, car c'est encore propre, Emma. 9 heures, la famille monte dans le SUV de papa pour aller à l'église, me laissant derrière parce que quelqu'un doit préparer le dîner du dimanche. Ce quelqu'un, c'est toujours moi. De 9 heures à 14 heures, j'ai la maison pour moi toute seule, mais est-ce que je me détends? Non. Je prépare un festin qui ferait pleurer Gordon Ramsay. Le dîner du dimanche est une affaire sérieuse chez les Mitchell. Il s'agit d'un rôti de bœuf avec tous les accompagnements, des Yorkshire puddings faits maison, des légumes rôtis, de la purée de pommes de terre, une sauce faite maison et au moins 2 desserts, car il serait impensable de n'avoir qu'un seul choix. Ma mère insiste pour préparer ce festin élaboré parce que le dîner du dimanche est une tradition familiale. C'est drôle que cette tradition ne s'étende pas aux membres de la famille qui pourraient t'aider à le préparer. Quand ils rentrent de l'église, la maison sent comme un restaurant 5 étoiles. Ils entrent. Et est-ce que j'ai droit à un merci? À de la reconnaissance? Non, j'ai droit à Emma, le rôti a l'air un peu trop cuit. Emma, pourquoi tu n'as pas fait les haricots verts comme je les aime? Emma, c'est tout ce qu'il y a pour le dessert? Chaque dimanche. Ce dimanche-là, celui où mon histoire commence vraiment, j'en avais assez. Je me suis réveillée et je me suis dit, tant pis. Tant pis pour le rôti, tant pis pour les Yorkshire puddings, tant pis pour tout. Je voulais sortir de cette maison et ne pas revenir avant l'heure du coucher. Je voulais manger un hamburger en paix, peut-être aller voir un film, faire quelque chose, n'importe quoi, qui ne m'oblige pas à porter un tablier. J'ai annoncé ma rébellion au petit déjeuner. Je ne cuisine pas aujourd'hui, ai-je déclaré, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, telle une cowgirl dans un western. Vous devrez vous débrouiller tout seul. Je prends un jour de congé. Le silence était assourdissant. On aurait dit que j'avais annoncé que je rejoignais une secte. Maman a été la première à se remettre. Ne sois pas ridicule, Emma. C'est dimanche, on dîne ensemble. On dîne toujours ensemble le dimanche. Alors quelqu'un d'autre peut le faire, ai-je suggéré, la voix tremblante mais déterminée. Ryan a ri. Il a vraiment ri. Elle est bonne, Em. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu as brûlé quelque chose? Les jumeaux n'ont même pas levé les yeux de leur téléphone. Mais papa m'a surprise. Laisse-la, dit-il en pliant son journal. Elle travaille dur toute la semaine. Si elle veut prendre un jour de congé, elle devrait pouvoir le faire. On peut commander une pizza ou autre chose. Le visage de maman passa par plusieurs expressions avant de s'installer dans une résignation agacée. D'accord, mais ne viens pas te plaindre quand tu auras faim plus tard. Je n'ai pas attendu qu'elle change d'avis. J'ai attrapé mon sac à main et je suis partie. Marcher dans notre rue bordée d'arbres, en banlieue un dimanche matin, me semblait irréel. Je voyais des voisins laver leurs voitures, des enfants jouer dans leur jardin, des gens normaux faire des choses normales le week-end. À quand remonter la dernière fois où j'avais fait quelque chose juste pour le plaisir un dimanche? Je me suis retrouvée dans un petit café du centre-ville, un de ces endroits branchés avec des murs en briques apparentes et du café hors de prix. J'ai commandé un café au lait et un croissant, et je me suis assise près de la fenêtre pour regarder les gens passer. C'était divin. C'est là que j'ai rencontré Madame Chen. Elle était assise à la table voisine, une femme élégante d'une 50aine d'années qui parlait avec animation au téléphone. Je ne pouvais m'empêcher d'écouter. Elle criait presque. Non, je ne céderai pas. Ils m'ont volé. Oui, ma nièce. Je sais qu'elle l'a pris. Comment ça? Il faut des preuves. Je sais ce que je sais. Elle raccrocha et jeta son téléphone sur la table, puis remarqua que je la regardais.
Je suis désolée, dis-je rapidement. Je ne voulais pas écouter. Elle fit un geste de la main pour me signifier que ce n'était pas grave. Oh, ma chérie, tout le café m'a entendue. Je suis tellement frustrée. Elle me regarda de plus près. Vous avez l'air d'une fille sympa. Je peux vous dire quelque chose? Ne confiez jamais vos objets de valeur à votre famille. Jamais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée mêlée au drame de Madame Chen. C'est un truc chez moi, je ne peux pas m'empêcher de m'impliquer dans les problèmes des autres. Mon amie Grace appelle ça mon complexe du sauveur. Moi, j'appelle ça être un être humain décent. Madame Chen m'a raconté toute son histoire. Sa nièce, Amy, passait l'été chez elle. Un coffret à bijoux avait disparu, une antiquité valant plusieurs milliers de dollars. Elle savait qu'Amy l'avait pris, mais elle ne pouvait pas le prouver. J'ai juste besoin de quelqu'un pour me soutenir, m'a-t-elle dit, les yeux brillants d'une idée que j'aurais dû voir venir. Vous pourriez être mon témoin, vous pourriez dire que vous l'avez vu avec les bijoux. J'aurais dû me méfier, les sirènes auraient dû retentir. Mais j'avais 23 ans, j'étais rebelle depuis mon évasion matinale, et j'avais regardé trop de séries policières où les opprimés obtiennent justice. De plus, Madame Chen me rappelait ma grand-mère, la même coiffure impeccable, le même sac à main de créateur, le même air de juste indignation. Je peux le faire, m'entendis-je dire. Son visage s'illumina comme un matin de Noël. Vraiment? Oh, vous êtes un ange. Allez, on va aller au commissariat tout de suite. C'est ainsi que je me suis retrouvée, lors de mon premier jour de liberté depuis des mois, à entrer dans un commissariat pour commettre ce que j'allais découvrir plus tard être un crime. Le commissariat sentait le café brûlé et la déception. Madame Chen s'est dirigée vers le sergent de service comme si elle était chez elle. Je dois porter plainte pour un vol, et cette jeune fille est mon témoin. Le sergent, un homme à l'air fatigué avec une moustache qui semblait tout droit sortie des années 1980, m'a regardé d'un air sceptique. « Et vous êtes ?»« Emma Mitchell, ai-je répondu d'une voix fluette. « Elle a vu ma nièce voler mes bijoux, a déclaré Madame Chen d'un air triomphant. Le sergent haussa les sourcils. « Vraiment? Quand cela s'est-il passé, mademoiselle Mitchell ?» C'est à ce moment-là que mon cerveau s'est enfin mis en marche. Quand? Où? Comment? Je ne connaissais aucun de ces détails essentiels. Je restais là, bouche bée, probablement aussi ridicule qu'un poisson hors de l'eau. Une femme officier est apparue, grande et intimidante, avec des yeux qui semblaient me transpercer. Son badge indiquait Martinez. « Mademoiselle Mitchell, puis-je vous parler en privé ?» Elle m'a conduite dans une petite pièce qui n'était pas tout à fait une salle d'interrogatoire, mais qui n'en était pas loin. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Alors, a dit l'agent Martinez en s'asseyant en face de moi, racontez-moi exactement ce que vous avez vu. » Eh bien, vous savez ce que je pense? M'interrompit-elle. Je pense que vous venez de rencontrer Madame Chen aujourd'hui. Je pense que vous n'avez jamais vu sa nièce de votre vie, et je pense que vous êtes à 5 secondes de commettre un parjure. Je m'effondrais comme un biscuit rassis. Je voulais juste aider. Elle semblait si bouleversée, et j'ai pensé… Vous avez mal pensé. La voix de l'agent Martinez était ferme, mais pas méchante. Tu sais ce que signifie faire une fausse déclaration à la police? Tu risques la prison, un casier judiciaire, ton avenir peut être ruiné parce que tu as voulu aider une inconnue. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Comment ma journée de liberté avait-elle pu tourner ainsi? Écoute, dit-elle en adoucissant légèrement le ton. Tu sembles être une bonne fille qui a pris une décision stupide. Je vais faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Tu vas sortir d'ici, rentrer chez toi et ne plus jamais faire quelque chose d'aussi idiot. Compris? J'acquiesçai frénétiquement. Et reste loin de Madame Chen. Ce n'est pas la première fois qu'elle a affaire à des témoins créatifs. Je sortis pratiquement en courant du commissariat. Madame Chen m'appela, mais je ne m'arrêtai pas. Je continuais à marcher, l'esprit en ébullition. Comment avais-je pu être aussi stupide? Tellement désireux d'aider que j'ai failli commettre un crime. Je me suis retrouvé dans le parc, assis sur un banc, encore tremblant. Mon téléphone vibrait, j'avais des SMS de chez moi. Maman. Où es-tu? C'est l'heure de dîner. Ryan. Maman panique. On a commandé chinois. Madison. Tu peux acheter des glaces en rentrant? Une famille normale, ma vie normale. Soudain, ma prison qu'était ma cuisine ne me semblait plus si terrible. Au moins, là-bas,
Mon pire crime était de trop cuire les légumes. Mais cette expérience, aussi terrifiante fut-elle, avait déclenché quelque chose en moi. Pas le désir d'aider des inconnus à commettre une fraude, Dieu m'en préserve, mais la prise de conscience que j'avais tellement voulu compter, être plus que la cuisinière de la famille, que j'avais perdu tout sens commun. Quand je suis enfin rentrée à la maison ce soir-là, ma famille l'était dispersée dans le salon avec des boîtes de plats à emporter. La voilà, a annoncé ma mère. Tu as passé une bonne journée à faire l'école Buisson? Je les ai regardés, ma mère dans son survêtement de marque, mon père à moitié endormi dans son fauteuil inclinable, Ryan qui jouait à des jeux vidéo, les jumeaux qui prenaient à net des selfies avec leur Lomain. Et j'ai ressenti un étrange mélange de frustration et d'affection. C'était instructif, ai-je fini par dire. J'espère que tu t'es défoulé, a répondu ma mère. La cuisine est en désordre à cause des plats à emporter. L'ancienne Emma se serait immédiatement mise à nettoyer. La nouvelle Emma, celle qui avait échappé de peu à un casier judiciaire, avait d'autres idées. Vous savez quoi? Je pense que je vais commencer à prendre mes dimanches régulièrement. Vous pouvez vous relayer pour cuisiner. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit du jeu de Ryan. Ce n'est pas... a commencé maman. Très juste, ai-je terminé. Tu as raison. Ce n'est pas juste que je fasse toute la cuisine, alors établissons un planning. Papa leva les yeux de son fauteuil inclinable. Je trouve ça raisonnable. C'est ainsi que mon dimanche presque criminel a conduit à une révolution familiale, en quelque sorte. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. En fait, ce n'était que le début, car quelques mois plus tard, après avoir réussi à conserver mon indépendance, le dimanche, et même à m'inscrire à des cours en ligne pour terminer mon diplôme, ma meilleure amie Grace m'a annoncé qu'elle allait se marier. Grace et moi étions amies depuis le collège. Elle était la seule à me traiter encore comme une personne qui avait des rêves, plutôt que comme un appareil ménager. Quand elle m'a annoncé ses fiançailles avec Marcus, j'étais ravie. Ils sortaient ensemble depuis le lycée, c'était le couple dont tout le monde savait qu'ils finiraient ensemble. Mais voilà le problème, m'a dit Grace un jour autour d'un café. Nous sommes fauchés. Vraiment fauchés. Les prêts étudiants nous tuent et Marcus vient de commencer son travail d'enseignant. Nous voulons nous marier, mais nous ne pouvons pas nous permettre quelque chose de luxueux. Elle avait l'air si triste, fixant son café au lait comme s'il pouvait contenir la solution à ses problèmes financiers. Alors faites quelque chose de simple, lui ai-je suggéré. Un mariage dans votre jardin, avec seulement vos amis proches et votre famille. Même ça, c'est cher. Tu sais combien coûtent les traiteurs? C'est dingue, pour des portions minuscules de nourriture médiocre. C'est là que j'ai eu ma deuxième idée géniale de l'année. Apparemment, je n'avais pas retenu la leçon sur le fait de surestimer mes capacités. Je cuisinerai pour ton mariage. Grace a levé les yeux brillants d'espoir. Vraiment? Vraiment? Ça ne doit pas être si difficile. Je cuisine tout le temps pour ma famille. Je vais juste mettre les petits plats dans les grands. Emma, tu es sûre? Un repas de mariage, ce n'est pas comme un dîner en famille. Mais j'étais déjà en train de tout planifier dans ma tête. J'avais regardé suffisamment d'émissions culinaires. J'avais épinglé suffisamment de recettes sur Pinterest. En quoi cuisiner pour 50 personnes pouvait-il être différent de cuisiner pour 5? Fais-moi confiance, ai-je dit avec une assurance que je n'avais absolument pas. Je m'en occupe. Grace m'a serré si fort dans ses bras que je ne pouvais plus respirer. Tu es la meilleure. Oh mon Dieu, ça change tout. On peut enfin se permettre un mariage. Au cours des semaines suivantes, nous avons planifié le menu. Grace voulait quelque chose de simple mais d'élégant. Poulet rôti aux herbes, filet de bœuf, légumes rôtis, gratin de pommes de terre, salade, petit pain et une table de dessert. Ça semblait faisable quand nous l'avons écrit. Sur le papier, c'était juste 10 fois mon dîner habituel du dimanche. Facile, non? J'ai même convaincu ma mère de m'aider. Après l'incident au poste de police et ma nouvelle force de caractère, notre relation avait légèrement changé. Elle me traitait toujours comme une domestique la plupart du temps, mais elle me témoignait désormais un respect réticent. D'accord, a-t-elle répondu quand je lui ai demandé. Mais seulement parce que Grace est une fille adorable. Ne compte pas sur moi pour être ta sous-chef. Le mariage était prévu pour un samedi d'octobre, par un temps automnal parfait. Le jardin des parents de Grace serait transformé avec des guirlandes lumineuses et des tables louées. Ce serait magique.
J'ai passé les 2 semaines précédant le mariage à regarder des vidéos de cuisine, à lire des blogs professionnels sur la restauration et à dresser des listes de préparation détaillées. J'étais déterminée à prouver que j'en étais capable. J'ai même fait un essai avec un seul poulet qui s'est avéré parfait. Tu vois, ai-je dit à mon reflet, admirant mon poulet doré. Tu vas y arriver. Le vendredi avant le mariage, la famille de Grace a fait livrer tout ce qu'il fallait à leur domicile. Des kilos de blanc de poulet, des filets de bœuf entier, des sacs de pommes de terre, des caisses de légumes. En voyant tout cela empilé dans leur garage, j'ai ressenti les premiers signes de panique. Il y avait tellement de nourriture. Tellement. Ça va? M'a demandé Grace en me voyant fixer la montagne d'ingrédients. Tout va bien, ai-je menti. Je visualise juste le processus. J'ai passé la nuit chez Grace à préparer tout ce que je pouvais. J'ai coupé des légumes jusqu'à en avoir des crampes aux mains, assaisonné ce qui semblait être une centaine de blancs de poulet et préparé le bœuf avec les mains tremblantes. À 3 heures du matin, j'avais réussi à tout préparer pour le marathon culinaire du lendemain. Je me suis assoupie sur le canapé, rêvant que les poulets se révoltent et que les légumes forment une armée contre moi. Quand je me suis réveillée à l'aube, j'avais mal au dos et mes mains sentaient latte et l'ail, mais j'étais prête. Du moins, c'est ce que je croyais. La matinée a bien commencé. J'ai d'abord mis le bœuf au four, à feu doux, comme le recommandaient les vidéos YouTube. Puis, je me suis attaquée aux légumes, les coupant et les assaisonnant, comme si ma vie en dépendait. Linda, la mère de Grace, passait de temps en temps pour m'aider, mais j'étais trop fière pour accepter son aide. Tu es sûre que tu n'as pas besoin d'un coup de main? M'a-t-elle demandé, en me regardant jongler avec plusieurs tâches. Non, tout est sous contrôle, ai-je répondu d'un ton enjoué, malgré la sueur qui perlait déjà sur mon front, malgré la fraîcheur matinale. À midi, les choses commençaient à se gâter. La cuisine était un véritable champ de bataille. Toutes les surfaces étaient recouvertes de plats, de planches à découper et d'ingrédients. Le bœuf cuisait plus vite que prévu. Les légumes prenaient le plus de temps. Et je n'avais même pas encore commencé le poulet. Maman est arrivée avec un peu de retard, a jeté un coup d'œil au chaos et a poussé un soupir dramatique. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Alors aide-moi, ai-je rétorqué, le stress me rendant courageuse. Elle a levé les yeux au ciel, mais a enfilé un tablier. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons travaillé dans un silence tendu, elle coupant les pommes de terre tandis que j'essayais frénétiquement de gérer tout le reste. Puis, le désastre a frappé. J'avais mis les blancs de poulet au four, tous entassés sur des plaques à pâtisserie parce que je manquais de place et de temps. La recette indiquait 25 minutes à 375 degrés. J'ai réglé le minuteur et je me suis retournée pour commencer le gratin de pommes de terre. « Est-ce que quelque chose brûle ?» a demandé ma mère 20 minutes plus tard. J'ai ouvert le four et j'ai découvert une scène horrible. Le poulet n'était pas simplement cuit, il était carbonisé. Les bords étaient noirs, le dessus était dur comme du cuir et l'odeur était indescriptible. Non, non, non. J'ai sorti les plateaux les uns après les autres, remplis de poulet carbonisé. Comment cela avait-il pu arriver? La recette disait 25 minutes. Tu as trop rempli les plaques, m'a dit ma mère, sans m'aider beaucoup. Et ce four chauffe fort. Tout le monde pouvait le voir. La mère de Grace se précipita en entendant mes cris de désespoir. Elle jeta un coup d'œil au poulet carbonisé et pâlit. « Les invités arrivent dans 2 heures, dit-elle faiblement. Je restai là, entourée des restes fumants de ce qui aurait dû être le plat principal, et sentis les larmes couler sur mes joues. J'avais gâché le mariage de ma meilleure amie. Elle m'avait fait confiance et j'avais tout détruit. Je suis tellement désolée, sanglotai-je. Je pensais que je pouvais y arriver. Je suis vraiment, vraiment désolée. Grace apparut dans l'embrasure de la porte, toujours en peignoir, les cheveux en bigoudi. Elle embrassa du regard le champ de bataille, qu'était devenu sa cuisine, le poulet carbonisé, sa mère en larmes, mon visage baigné de larmes, et ma mère impassible. « Bon, dit-elle d'une voix étonnamment calme. « Marcus, prends tes clés. Maman, appelle le restaurant italien de Main Street. Emma, arrête de pleurer et aide-moi à calculer combien de poulets il faut commander. » L'heure qui suivit fut un tourbillon d'appels téléphoniques, de cartes de crédit et de courses alimentaires d'urgence. Marcus et ses garçons d'honneur se rendirent dans 3 restaurants différents pour commander autant de plats à base de poulet qu'ils pouvaient en obtenir en grande quantité.
Le père de Grace courut à l'épicerie pour acheter des plats en aluminium afin d'y transférer tout le contenu des plats. Linda et ma mère ont réussi à sauver le bœuf et les légumes. Par miracle, lorsque les invités sont arrivés, un buffet acceptable les attendait. Le poulet venait clairement d'un restaurant, un mélange de poulet au parmesan, au marsala et à la piccata, qui ne se mariaient pas du tout, mais il était chaud et mangeable. Le bœuf était en fait bon, probablement parce que j'avais commencé à le cuire assez tôt pour que ma mère puisse le sauver. Les légumes étaient incorrects, même s'ils étaient un peu inégaux. Grace m'a trouvé cachée dans la buanderie pendant la réception, toujours vêtue de mes habits couverts de farine. Salut, m'a-t-elle dit en se glissant à côté de moi. Ça va? J'ai gâché ton mariage? Ai-je marmonné. Non, tu m'as offert une anecdote de mariage que je raconterai toute ma vie. Tu te souviens quand ma meilleure amie a essayé de cuisiner pour 50 personnes et a failli mettre le feu à la cuisine de mes parents? C'est un grand classique. Tu n'es pas fâchée? Emma, tu as essayé de faire quelque chose d'incroyablement généreux et gentil. Tu n'es pas traiteur, et alors? Tu es une amie formidable. Elle m'a serrée dans ses bras, mettant de la farine partout sur sa robe de réception, ce qui nous a fait rire toutes les deux. En plus, a-t-elle ajouté, le poulet à l'italienne était vraiment très bon. On aurait peut-être dû prévoir ça dès le début. Je suis finalement sortie de la buanderie, j'ai enfilé les vêtements de rechange que j'avais apportés et j'ai rejoint la réception. Les invités passaient un merveilleux moment, dansant et riant. Personne ne semblait se soucier du fait que le poulet provenait manifestement de 3 restaurants différents. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, Grace était enceinte de son premier enfant et je terminais enfin mon diplôme en commerce en ligne tout en travaillant à temps partiel dans une agence de marketing locale. J'avais emménagé dans mon propre appartement, minuscule mais à moi, et les dîners du dimanche chez mes parents étaient devenus facultatifs plutôt qu'obligatoires. Tu te souviens du mariage? M'a demandé Grace un jour pendant le déjeuner. Nous pouvions en rire maintenant. Comment pourrais-je oublier? Je ne peux toujours pas regarder du poulet au parmesan sans avoir des flashbacks. Tu sais ce qui est drôle? Ce désastre m'a appris quelque chose d'important. Quoi donc? Qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide, à admettre quand quelque chose est trop difficile à gérer seul. Tu as essayé d'être un super chef, et je t'ai laissé faire parce que je voulais croire que ça marcherait. Nous avons tous les deux appris quelque chose ce jour-là. Elle avait raison. Ce désastre du mariage avait été un tournant pour moi. Pas seulement parce que j'avais échoué de manière spectaculaire, mais parce que j'avais enfin compris mon schéma. Je me lançais dans des tâches impossibles pour prouver ma valeur, puis je m'effondrais sous la pression. Aujourd'hui, je cuisine toujours, mais pour moi-même, selon mes propres conditions. Les dîners du dimanche en famille ont lieu une fois par mois et tout le monde apporte quelque chose. Ma mère a découvert qu'elle aimait préparer des salades quand elle n'était pas obligée de tout faire. Mon père fait un pain à l'ail étonnamment bon. Même les jumeaux ont appris à cuisiner, même si leurs cookies sont plus dignes d'Instagram que comestibles. Et Ryan? Eh bien, il est toujours aussi nul en cuisine, mais il met la table et fait la vaisselle sans qu'on lui demande. C'est déjà ça. Quant à mon complexe d'aide, il est toujours là, mais tempéré par quelque chose qui me manquait auparavant, des limites. J'aide quand je peux, comme je peux, dans la mesure de mes capacités réelles. Fini les faux témoignages, fini les mariages à organiser, juste une aide normale et raisonnable. Même si j'ai récemment proposé de faire des cupcakes pour la baby shower de Grace. Juste des cupcakes, à partir d'un mélange tout prêt, avec des cupcakes de réserve provenant d'une boulangerie, au cas où. Parce que c'est ça, grandir, non? Connaître ses limites, mais continuer à essayer, à être présent, à être prêt à aider, tout en gardant les pieds sur terre. La cuisine qui me semblait autrefois être ma prison n'est plus qu'une pièce de mon appartement où je prépare les repas que j'ai envie de manger. Et le dimanche? Le dimanche, c'est le marché fermier et le brunch entre amis, la lecture dans le parc ou les séries télévisées en pyjama. Les dimanches m'appartiennent désormais, et je ne les tiendrai plus jamais pour acquis. Avec le recul, je peux tracer une ligne directe entre ce dimanche matin désespéré, où j'ai rebellé pour la première fois, en passant par la panique au poste de police, le désastre du mariage, jusqu'à où je suis aujourd'hui. Chaque erreur m'a appris quelque chose, chaque désastre m'a poussé à grandir. Et c'est ce que je changerais quelque chose? Peut-être le fait d'avoir failli avoir un casier judiciaire, c'était objectivement stupide. Mais le reste? Même le poulet carbonisé? Non, parce que parfois,
Il faut échouer de manière spectaculaire pour réaliser qu'on échouait discrètement depuis le début. Ma famille plaisante encore sur ma phase d'aide, comme ils l'appellent. Tu te souviens quand Emma essayait de résoudre les problèmes de tout le monde me demande-t-il lors des dîners de fête. Tu te souviens du poulet du mariage? Et nous rions tous, même moi. Mais il ne plaisante plus sur la cuisine. Parce que maintenant, quand je cuisine, c'est un choix, pas une obligation. Quand j'aide, c'est parce que j'en ai envie, pas parce que j'essaie de gagner ma place dans le monde. Et ce poulet brûlé? D'une manière étrange, c'est peut-être le meilleur plat que j'ai jamais cuisiné. Parce qu'il m'a appris que parfois, la chose la plus utile que l'on puisse faire est d'admettre que l'on est dépassé et de commander à manger. Grace a appelé sa fille Emma, ce qui m'a fait pleurer. En hommage à mon amie courageuse qui n'a pas peur de l'échec, m'a-t-elle dit. Qu'elle hérite de ton courage, mais peut-être pas de tes talents culinaires. C'est vrai, la petite Emma pourra apprendre des erreurs de sa tante Emma. Et peut-être, juste peut-être, grandira-t-elle dans un monde où aider ne signifie pas se perdre, où dire non a autant de valeur que dire oui, et où les dîners du dimanche sont un plaisir, pas une peine de prison. Mais si jamais elle propose de préparer seule le repas d'un mariage, je serai la première à lui suggérer d'y réfléchir à 2 fois. Certaines leçons n'ont pas besoin d'être apprises 2 fois. Et voilà mon histoire. Comment une rébellion dominicale a failli me valoir une arrestation, un mariage catastrophique, et finalement, une vie que j'ai choisie plutôt que celle qui m'était destinée. Elle est chaotique, imparfaite et mienne, avec son poulet brûlé et tout le reste.